participation de l'Alliance urbaine. Donc, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et j'espère qu'après le midi, c'était possible de concentrer encore un peu, pas facile, après les intéressantes discussions de matin. Je commence aussi avec des images, un peu, mais ce n'est pas le même trois sujets. C'est la participation et la gouvernance urbaine. Et pour commencer, je veux demander vous pour un petit travail en groupe, un peu à deux, les deux questions. Qu'est-ce que pour vous, parce que vous êtes totalement différentes qualifications ou léger dans votre situation. Pour moi, et pour nous, pour la discussion, c'est très intéressant de savoir quelles sont les différentes expectations. Vous écoutez les mots participation et aussi gouvernance urbaine. Je voudrais proposer pour 5 minutes que vous discutez avec votre voisin, les groupes à deux, ces deux questions, et puis nous avons une courte demande de résultats. Après, je continue avec la présentation. Peut-être que ça peut être une phase d'énergie et pas dormir après manger. Ok, 5 minutes. Et les deux et les deux questions. Comment ça va? Si on s'exprime, c'est pas des gens pour des
l'intéressement des salariés. Pour moi, c'est resté dans ma tête, c'est ça en fait, c'est cette petite histoire qui s'est transformée de parce que finalement, on utilise le mot, jamais quelqu'un va faire la participation elles viennent à chaque fois d'association, la base de la technocratie en fait, elle est un conseil du quartier pour ne pas avoir d'enfants à bouger. Un dossier précis, quelque part, avec un agenda. C'est fait avec la chance. Évidemment. En principe, c'est aussi l'objectif. Oui, la participation. Donc en fait, d'encourager. En consultation, en fait, il y avait l'idée de dans les deux sens. Prévenir les gens, et puis prévenir les incidents intérieurs. C'est cette espèce de fabrication mais tu vois cette question Merci beaucoup pour cette petite discussion entre vous et peut-être nous collecter les résultats. La première question, c'est la participation. Qu'est-ce que sont les associations, les expectations que ça peut être en connexion avec les gens qui veulent commencer quelque chose. Moi, je peux commencer, on était quatre. Non, moi, c'était juste un détail au départ, c'est que participation en France, on l'utilise rarement en tant que substantif. On utilise beaucoup participatif, mais participation, pour moi, par exemple, c'est un souvenir. C'est Gérard de Gaulle qui a lancé l'opération sur la participation. La participation, c'était l'actionnariat populaire, c'était l'intéressement des salariés, des grandes firmes. Et donc, c'est rigolo que ce mot en français soit lié en fait à l'actionnariat populaire d'abord avant d'arriver dans la démocratie participative et tout ça. Et du coup, la définition qu'on a mise, c'est faire partie en participation, faire partie d'un processus, d'un flux urbain ou politique qui serait
multiniveaux, enfin plein d'échelles différentes. C'est très intéressant encore les différences avec la langue, la perception, donc Et tous, démocratie participative, du coup, c'est aussi une liste d'outils en fait, d'outils techniques qui existent, qui sont certains inscrits dans la loi, d'autres qui sont des créations locales. ça c'est les techniques formales. D'autres associations, expectations? Nous, on était quatre, parce que nous aussi, on a pensé que la participation, c'est aussi de créer des règles. De créer une règle. Mais on a parlé de la fausse participation, en fait. Et on a parlé un peu, par exemple, l'exemple de l'Angleterre, où il y a, par exemple, du census, du questionnaire, et tu peux donner des réponses, tu es invité, et tu peux donner réponses. Tu peux que donner des réponses qui sont selon certaines boîtes. Donc en fait, tu ne peux pas répondre à ce que tu penses. Tu dois encadrer tes réponses. Organiser. Voilà. Ça reflète un peu ce que nous on a discuté, les échelles de participation qui vient. On va, on donne de l'information, on manipule presque les résidents pour le faire, pour donner l'idée qu'on les fait, on consulte. Et en haut de l'échelle, c'est prendre la prise de décision des résidents. Donc c'est une échelle des années 70 de Sherry Arnstein. Je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, mais ça c'est pas mal comme un modèle de conceptualiser la participation. On a parlé de ça, les niveaux de participation, l'engagement. Avec John, on a très vite trouvé très vite mis ensemble une participation et une gouvernance urbaine pour donner les questions poser les questions de la démocratie et que ça pourrait peut-être mener à des conclusions sur des questions sur le rapport entre ce qui est ceux à qui le pouvoir est donné et ensuite ce conflit entre ceux qui tiennent le pouvoir officiellement et ceux qui redonnent une voix. Et on discutait des mouvements, des manifestations globales qu'on voit de plus en plus souvent, que ce soit au Brésil, en Turquie et en Suède très récemment. Donc on s'est demandé d'où viennent ces mouvements et pourquoi ils se révèlent partout dans le monde à peu près le même moment. Maintenant, plus rien à rajouter. Oui, en fait, on a également décrit le terme de participation en relation à celui de gouvernance urbaine, en disant qu'en fait, il reflète une distribution des rôles dans la société et que, d'une certaine manière, la gouvernance urbaine est responsable de l'échelle, du niveau de l'échelle de participation sur le territoire urbain en question. Et je ne sais pas quoi d'autre. Ça rejoint beaucoup de choses en fait. D'autres commentaires aussi pour la gouvernance urbaine? Nous, on a parlé aussi de cette question qui participe à la participation. Et donc aussi, au niveau, le fait, la difficulté de mettre en dialogue un niveau très local, donc au niveau des gens et au niveau de leur préoccupation avec ce qui se passe autour d'eux, et le niveau
plus haut niveau de gouvernementalité qui est celui de l'État, de la région, du département. Et comment faire entrer en dialogue ces deux points de vue, en quelque sorte. On a réfléchi sur un niveau plutôt général. Voilà. Dans ce que sont les hommes politiques prennent les décisions. Et voilà, urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est que les lieux publics ou voilà, Ça, c'est aussi intéressant. Chaque groupe a une autre approche ou une autre chose d'approcher les mots. Ok, peut-être. Juste sur gouvernance urbaine, c'est plus une hypothèse. Moi, je le verrais bien comme un processus de concentration des responsabilités dans la fabrication de la métropole, comme un despotisme éclairé. On est très contemporain, en fait, du XVIIIe siècle avec Internet et des gros services techniques. Et du coup, la participation dans ce cadre-là, c'est la fabrique de documents. Et la balance, en fait, l'équilibre avec la concentration des responsabilités. Et puis, une référence, c'est un tout petit livre d'Arjuna Badorai aussi qui s'appelle Géographie des conflits. Et en gros, une de ses idées, c'est que plus il y a de la démocratie, plus il y a des conflits. Contrairement à Ça, c'est donc à appliquer dans nos cas respectifs. Bon, par exemple, ce projet d'aéroport qui a subi toutes les étapes en fait légales et paralégales de mise en projet. Ça, c'est une bonne idée, une bonne promo, parce que je peux directement adapter sur ça comme géographie. Parce que ça, c'est aussi une des idées où je viens avec les participations et gouvernance urbaine. Mais bon, pour moi, c'est vraiment très intéressant à écouter, comprendre les mots des différents pays, comme la France, les formales formes de participation. C'est pas ça la même chose à l'allemand. On prend des mots plus ouverts pour les trucs informales aussi. Et aussi, c'est intéressant que vous connectez les gouvernances, par exemple, avec la question c'est public ou c'est privé, l'espace, la question des espaces, c'est très intéressant, je crois. Parce que ça, c'est un mouvement dans les discussions théoriques, c'est changé. Et c'est aussi un peu différent, dépendant de quel pays on discute. Aussi, la gouvernance, le mot gouvernance, par exemple, dans le pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, c'est le mot normal pour les questions de gouvernement et tout ça. Mais l'Allemagne, on a appris ça pour avoir une nouvelle approche qui est moins formale, qui est plus ouverte pour les formes informales des nouvelles approches de participation ou de gouvernance. Et ça, c'est un peu différent entre les pays. Mais je commence avec la présentation et je commence avec les conflits. Si on parle de banlieue ou de développement urbain, on a des espaces de résistance, on peut dire. Ce sont des espaces qu'on n'a pas sur la carte ou on n'a pas vu avant, mais
un moment, comme Gezi en Istanbul maintenant, le nouveau espace de la ville vient dans les discussions. Et par exemple, c'était Londres, les révoltes à Tottenham ou à Paris, dans les banlieues, à Hambourg. Et je vais après présenter quelques approches de comment faire une participation, une discussion sur la ville, sur la future, sur l'avenir de la ville, dans quelques exemples. Et peut-être nous pouvons après discuter un peu ce que ça veut dire pour le banlieue, que vous pensez qu'on peut faire pour avoir une innovative gouvernance urbaine dans le banlieue. Ok. Je viens du mouvement de protestation contre, ce sont à l'Allemagne par exemple les grands projets, ils sont dans la discussion très fort, c'est l'aéroport aussi à Francfort, mais aussi à Munich et maintenant à Berlin. Tous les aéroports sont les focus de manifestations ou de discussions, de protestations. Et le plus public c'est Stuttgart. Stuttgart 21, c'est un projet de trafic. Et là, on a eu un grand débat, une grande protestation. Et c'était très spécial pour l'Allemagne. Vous voyez ça là-bas, c'était la gare, et tous les trucs autour de ça. Et on est arrivé avec un change de politique dans cette pays de l'Allemagne, en sud de l'Allemagne. On veut dire c'était vraiment une situation exceptionnelle dans l'Allemagne. Et après ça, les politiciens ils ont dit c'est dangereux. S'il y a des protestes sociales dans un pays très conservatif, dans le sud de l'Allemagne, comme ça, si c'est possible, on doit réagir. Et depuis 2 ans, on a beaucoup de discussions, par exemple, à l'Allemagne sur une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle forme d'intégration des gens dans les décisions. Mais aussi, on trouve ça, si on voit comme les banlieues, Londres, Tottenham, c'était des protestations, ou ici encore à Hambourg, on a ça pour les gentrifications, c'est-à-dire que habiter est plus cher et les habitants ne peuvent payer pas. Et pour ça, il y a des protestations. Ici, c'est un quartier mieux pour rénovation et on a eu une protestation contre ça. Et ça, c'était la situation initiale pour une discussion dans toute la ville sur la question de habitation, dans la ville, qualité des livres dans la ville, des trucs comme ça. Et on fait les images, mais certaines images de banlieue, où normalement Taksim, place Taksim à Istanbul, ce sont les occasions où on peut dire qu'il y a des mouvements sociaux qui sont très forts, qui sont là, s'il y a un conflit. Et la question, c'est tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire pour le développement de la ville, ou aussi pour le développement d'un quartier. Que faire? Qu'on peut faire si on voit le développement d'une ville? Un exemple, ça c'est Helsinki, donc à Finlande. Ils ont commencé un processus de vision pour l'avenir de 2050 ici. On peut dire un peu comme le Grand Paris. Non, c'était différent parce que
Ça, c'était une compétition internationale avec beaucoup d'équipes qui ont travaillé. Ça, c'est un peu pareil comme le Grand Paris. Mais on a fait un procès avec un grand dialogue avec les groupes et les personnes dans la région, avec les politiciens, avec les gens de société, pour avoir un processus de mise en œuvre, pour prendre des résultats dans les politiques normales. Et très intéressant, et ça c'est une vision de Helsinki 2.1, une journée de superdiversité. Et ça c'est une vision très intéressante parce que c'est totalement différent de toutes les visions urbaines. Les autres visions étaient un peu comme ça. Les images futuristiques, mais pas très, je veux dire, pas montrer la vie. C'est une installation, je veux dire, technique. Mais beaucoup de people comme architectes et gens comme ça, ils aiment des images comme ça. Mais une journée de superdiversité, c'était ils voulaient montrer qu'une ville, c'est une situation de diversité. Et l'idée pour l'avenir, c'est trouver des chemins d'adapter et avoir une bonne vie avec toute cette diversité. Et super diversité, ça c'est une idée après ça. Mais c'est difficile de montrer sur une carte. Et pour ça, ils ont prend cette carte ou cette dessin qui est critiquée par les architectes et gens comme ça parce qu'ils disent qu'est-ce qu'on voit là? Les gens, les projets, les situations. Peut-être c'est une vision pour une ville dans l'avenir. C'est plus ouvert. Ce n'est pas les grands projets, les grands designs, mais ce sont les gens, les groupes qui doivent vivre ensemble. Qui doivent trouver les possibilités de vivre ensemble. Ça, c'est l'idée de journée de superdiversité. Un autre exemple c'est Next Hambourg. C'est un laboratoire d'avenir. On travaille avec les citoyens pour une ville renouvelée, c'est-à-dire on discute les projets, des situations qui sont en discussion au moment où on a des changements et on essaie de trouver des solutions et transporte les solutions vers la politicien. Ça c'est l'idée, c'est une plateforme de citoyenneté. On peut voir, on travaille ensemble avec des modèles et comme ça, les organisateurs sont les architectes ou les urbanistes, mais ils veulent avoir le dialogue avec les citoyens. Ça c'est le but. Avoir des dialogues virtuels dans l'internet, ils sont très avancés avec ça, et aussi les dialogues face à face, directement avec les gens. Et l'idée, après ça, c'est un concept de co-création, d'avoir travaillé ensemble, d'experts avec les citoyens. Travail dans les un troisième exemple vient aussi de l'Allemagne, mais l'origine est un peu différente. Parce que le droit
à la ville, c'est un groupement, un mouvement. C'était nouveau en Allemagne depuis 2-3 ans. Et aussi, c'est une plateforme de citoyennes, mais des groupes de protestation qui on a l'origine. C'est aussi la protestation contre les prix de habitation et les problèmes dans les villes, que les centres sont plus chers et les gens pauvres ne peuvent pas habiter dans le centre et c'est une ville ségrégée. Pour ça, il y avait cette Recht auf Stadt, droit à la ville, et le sociologue de l'urbain Henri Lefebvre, son livre Le droit à la ville, ça c'était l'idée aussi pour le nom, parce qu'on a trouvé beaucoup des idées dans ce livre, et encore, c'est encore l'image d'avant. Cette situation à Hambourg, c'était ça, on a commencé la protestation et maintenant c'est un groupement autour de 60 groupes à Hambourg qui sont engagés contre cette question de habiter, contre les prix pour habiter. Les questions sociales qui sont connectées avec ça. Et c'est aussi un mouvement, c'est maintenant à Berlin, à Munich, c'est-à-dire ce sont les grandes villes en Allemagne qui ont les groupes de droite à la ville maintenant, parce que ce sont les problèmes partout. Quelquefois c'est dans le nord. Bon. Si on voit les problèmes, si on voit les 3 exemples, mais on peut discuter beaucoup des autres exemples de votre pays. Si on voit maintenant les banlieues, par exemple quelques images, on verra tout ça, au moment de une image d'un film. Où ici, à Bonny, les jeunes. Qu'est-ce que l'avenir? Ça, c'est la question pour les urbanistes. Il vient des questions comment développer l'avenir d'une ville. Ça, c'est tout le temps la question. On veut changer quelque chose et un groupe d'urbanistes peut changer aussi les conditions, les situations sociales, les problèmes. Pas tous les urbanistes, mais quelques intéressés dans les questions sociales aussi, ou économiques aussi. Si on voit, par exemple, d'une bonne gouvernance ou une gouvernance urbaine bonne, qu'est-ce qui est important? Ça peut être, et ça c'est une question, ça peut être construire un contre-pouvoir. Parce que nous avons parlé de pouvoir, de gouvernance, c'est une question de pouvoir. Il y a le pouvoir de parler de métropole, le concept de métropole, que ça c'est un changement de pouvoir, de concentration. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les banlieues? Est-ce que c'est possible de construire un contre-pouvoir qui vient de banlieue, un contre-pouvoir à l'échelle abstracte, comme tu as dit, à l'échelle du pouvoir Île-de-France ou Paris ou peut-être France? C'était une proteste peut-être, c'était contre-pouvoir, mais c'était des protestations, des protestes jeunes. Mais comment organiser ça? Comment vraiment être un contre-pouvoir? Très important peut être la question de comment faire entendre que les politiciens, le système politique
possibilité d'entendre ce qui se passe en banlieue? Est-ce que c'est possible d'avoir une construction que c'est entendre les problèmes, entendre les groupes, entendre les grands pouvoirs à l'échelle de Paris ou de l'Île-de-France ou de Paris? Et une question pour la bonne gouvernance, c'est tout le temps qui, et nous avons discuté ça aussi le matin, qui fait les images, et aussi ici, qui participe, qui est dans les processus de bonne gouvernance. C'est normalement le politique, c'est l'administration, ce sont très forts les acteurs économiques. Ils ne sont pas très visibles, mais ils sont dans le procès. Quelquefois, ce sont l'université ou les chercheurs, mais ils sont pas très forts. Et la question, c'est les citoyens. Comment est-ce que c'est possible d'intégrer les citoyens dans ces processus de construire l'avenir et aussi implémenter ces idées? Quelques modèles, on peut réfléchir. C'est le co-creating, la co-création. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le banlieue ensemble, dessiner la banlieue ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensemble, c'est qui encore? C'est une question très importante parce qu'il y a beaucoup de groupes dans le banlieue. Si on invite pour soir de discussion, on peut dire avant que quelqu'un ne veut pas être là. Qu'est-ce que ça veut dire faire ensemble? Comment est-ce que c'est possible d'avoir beaucoup de groupes dans un processus comme ça? C'est aussi la question comment organiser le dialogue avec l'administration et les politiciens qui sont responsables. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aussi pour les groupes dans le banlieue? Est-ce qu'ils veulent parler, avoir le dialogue avec ces gens? Parce que c'est pas... Peut-être que c'est pas normal pour eux de discuter. Peut-être qu'ils veulent faire les protestations, mais pas discuter avec les politiciens. Et la question est, quelle nouvelle forme de collaboration on peut trouver, on peut construire? Parce que ça, c'était très intéressant. Si vous dites participation, ça c'est le mot pour les processus formels, réglés. Qu'est-ce que peut être les processus innovatifs? Peut-être pas participation, peut-être engagement de citoyens ou auto-organisation, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les banlieues qui le fait ou comment le faire? Participation citoyenne, je dis. Et aussi une question, c'est le partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les acteurs économiques, normalement, ils veulent avoir quelques trucs qu'ils ont besoin, mais ils peuvent aussi être partenaires des groupes de citoyens. Si on fait des formes d'organisation, des collaborations. Mais ça, c'est une question. Il y a aussi des arguments dangereux. On ne veut pas. C'est une question de responsabilité sociale des entreprises, si on peut trouver des solutions comme ça. Ok, ça, ce sont beaucoup de questions, pas des solutions. Être créatif, ça c'est peut-être une possibilité pour les banlieues, et c'est-à-dire, et ça c'est la question pour conclure, avoir décrire ensemble une bonne gouvernance pour le banlieue, que peut être des solutions innovatives, créatives, peut-être en connexion avec les idées que nous avons discutées hier, ce matin et le reste de semaine.
parce que ça c'est de mon vue très important de voir les questions de gouvernance en connexion avec les trucs qui sont dans notre programme cette semaine, dans définir les autres disciplines et votre discipline. Ok, ça c'était mon présentation et maintenant je voudrais aimer bien de discuter ça, mais aussi des questions. Est-ce que tu peux juste revenir sur l'image d'avant? C'est juste pour un détail linguistique. En fait, partenariat public-privé en France, c'est très codé, puisque ça correspond à une opération de construction d'un équipement public par un entrepreneur privé qui va l'avoir en concession et le louer à l'État pendant 40 ans. Par exemple, là, typiquement, le mot il est piégé, il faut trouver une autre forme pour le dire. Enfin, je pense que en tout cas, c'est pas ça que tu penses. Donc, ce mot-là, par exemple, on a déjà en français. Donc, comment nommer une collaboration entre les privés qui ne soit pas un PPP, puisque le PPP, il est même un objet de conflit, l'État en a annulé certains. Donc, même le vocabulaire est peu disponible, en fait. C'est un peu la même en Allemagne, et tu as raison. Le mot n'est pas très bien pour cette idée. In terms of participation, we began the discussion by giving examples from across the world of riots and protests. And it seems to me that that's a crucial distinction that is worth exploring. I don't think you can lump them together. For example, in Tottenham, the riots were about consumption. Looting. It was on Facebook, what appeared while the riots were happening were shopping lists of loot-worthy shops. So there was a list and people could go to this place and loot it because there were good TVs or whatever. It doesn't seek to have a voice at all, I don't think, apart from the action of consuming. Protest is altogether something else, another phenomenon, and I think it has precisely to do with the right of winning a voice for yourself in a system or democratic process which, or at least this is the feeling perhaps that motivates it, of a democratic system which has dispossessed you, or you feel dispossessed within that system. It's also, in contrast to consumption, would be more about having involvement in being, as you say, creative in terms of the economy, of renegotiating the terms of sort of economic interactions and transactions. So I was wondering what your thoughts were on this separation between rights. Est-ce que c'est possible de parler aussi en anglais un peu, ou est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui ne parle pas anglais? En fait, John m'a demandé de faire une petite introduction, Okay. mais l'interprétation simultanée, c'est pas mon truc, et ensuite il a fait un commentaire très riche, très complexe, je vous assure, et a demandé des questions très intéressantes. Mais bon, heureusement, on en a parlé un petit peu d'abord, donc je vais faire, je vais faire une introduction très vite, et je m'excuse d'avant, John, que votre discours ne mérite pas ce que vous pouvez en produire, mais de toute façon, il parle il demande à Jörg, alors il indique qu'en fait, il ne croit pas qu'on pourrait regrouper ensemble toutes ces formes de manifestations différentes, surtout et John a parlé de manifestations où les émeutes à Londres par rapport aux manifestations au Brésil, en Turquie,
où ça a été une question de voix publique, où ils voulaient manifester contre leur manque de voix, le manque de pouvoir du public. Alors qu'à Londres, ça a été, il semblait être une toute autre question. C'était une question d'émeute, c'était une question peut-être même un peu de violence, mais aussi une question peut-être un peu ludique, une question d'avoir droit à consommer plutôt qu'avoir droit à une voix publique. Et alors, il a fait la distinction entre ce qui est d'un côté un besoin de pouvoir public, d'une voix publique, et de l'autre ce qui est une autre sorte de manifestation, peut-être, mais une émeute plutôt violente. Donc, John, surtout, il est de l'avis que ce serait dangereux de mélanger ces deux registres. C'est une très bonne question. Peut-être Jean-Luc a raison, on ne peut pas mixer les positions. La question du but de planification urbaine ou de l'urbanisme, tout le temps, si les phénomènes comme ça, il peut avoir des raisons économiques ou sociales, et si ça peut être le cas, c'est la question si on peut trouver quelques formes de collaboration ou de collaboration avec les citoyens qui peut trouver des solutions pour ça. Mais certainement, ça, Tottenham, c'était peut-être un cas très spécifique. Mais l'autre exemplaire, c'était dans cette bien des conflits sociaux et politiques. Donc, est-ce que je pourrais demander de parler un petit peu du rôle le rôle des urbanistes dans le gouvernement, En fait, quel est le rôle des urbanistes? Est-ce que c'est pour conseiller? Est-ce que c'est pour dialoguer? Ou est-ce que c'est possible, en fait, de militer en tant qu'urbaniste? Est-ce que c'est possible de militer ces choses auxquelles vous croyez? C'est différent. Il y a des rôles un peu comment on comprend l'urbanisme pour ça dépend des personnes. Il y a des urbanistes qui disent je suis expert pour l'urbanisme et je fais le design. Et pour ça, on ne va pas dire le quartier comme ça. Et je ne suis pas intéressé que les urbanistes. Mais ça, c'est eux qui parlent d'urbanistes et il y a des autres. Et ça, c'est aussi un peu très fort. Ils disent non, l'urbanisme, ça, c'est un métier très, je veux dire, social. Et on doit travailler avec les gens qui habitent. Et pour ça, on a développé beaucoup de formes de participation, par exemple, comment faire participation. On a on dit en États-Unis, on dit empowerment. Empowerment. En fait, les gens utilisent plus facilement pour... Ok. Et si un urbaniste travaille comme ça semble un peu comme un travailleur social. Ça, c'est, il y a beaucoup d'approches pareilles avec les travailleurs sociaux qui sont dans les quartiers. Mais avec les disciplines urbanisme dans le tête. Ça, c'est l'expertise. Mais aussi, il y a beaucoup d'urbanistes qui travaillent dans le secteur avec l'économie locale, par exemple. Je pense que c'est connecté avec les structures bâties.
merci pour de bonnes questions. Ce ne sont pas seulement les bâtiments, mais ce sont les gens dans les bâtiments qui sont importants. Et comment on fait ça ensemble, ça c'est la question. Merci beaucoup pour la question. Moi, je suis très intéressée par cette notion de bonne gouvernance, surtout dans les quartiers comme dans la banlieue, les quartiers défavorisés, les gens qui ont vraiment des vies difficiles, des villes dures à vivre. Ils ont peut-être 25-30% de chômage, ils ont des niveaux de précarité c'est difficile à vivre. Et comment les faire, comment impliquer ces gens dans un processus de bonne gouvernance? On est tous d'accord que c'est bien d'impliquer les résidents, les citoyens, mais en fait, quand les gens sont tellement préoccupés, peut-être ils sont sans logement ou presque sans logement, avec pas d'argent pour faire manger les enfants, comment vraiment les faire impliquer dans ces processus. Par exemple, une stratégie pour un quartier dans les 10-15 ans à l'avenir. Ils sont vraiment, c'est pas leur préoccupation, c'est le logement, c'est de l'argent, c'est le boulot, c'est ça leur. En fait, c'est une question que je me pose dans mes recherches. Et donc, il n'y a pas de solution. Je cherche pas, je pose pas une question pour une réponse précise, mais c'est juste, c'est vraiment difficile. On a ce concept qu'on cherchait de bonne gouvernance, d'impliquer les résidents, et finalement, comment faire avec ces conditions, avec ces peuples-là qui sont tellement perturbés par la situation aussi. C'est une très bonne question. On peut l'ouvrir dans le débat. Juste une toute petite réaction à ça. Je pense à quelque chose d'un contexte un peu différent. Parce que notamment hier, on était à Bondy pour assister à l'atelier de théâtre. Donc, il y avait, à part Sophie Tonneau, il y avait deux travailleurs sociaux, dont l'un est originaire du quartier de Bondy. Et donc, qui nous a dit, donc, il fait aussi des projets de théâtre avec les enfants, et il a dit, pour lui, ça n'a aucun intérêt d'être acteur lui-même, par exemple, de se professionnaliser en tant qu'artiste, mais de transmettre son savoir, ses expériences qu'il a faites, aux ados et aux enfants. Et donc, on pourrait peut-être penser dans ces termes-là de chercher des gens qui peuvent agir comme représentants ou porte-parole de la communauté, des gens donc, qui partagent cette expérience, mais leur donner une fonction officielle dans le processus avec un travail rémunéré, etc. Parce que ça peut connecter en fait la fonction publique et l'expérience privée en quelque sorte comme multiplicateur, intermetteur. Il allait vraiment, juste pour préciser, il allait chercher les jeunes, lui et son collègue, ils vont chercher les jeunes dans la rue pour leur faire du théâtre. Ils ne sont pas juste ouverts, on peut faire du théâtre avec vous, ils savent très bien que ça ne suffit pas. Et justement, le but pour eux, c'est d'atteindre ceux qui n'ont pas la curiosité au départ, qui s'ennuient tout l'été, qui errent et qui ne savent pas quoi faire. Il va les chercher dans la rue. Et ça fonctionne parce qu'il est quelqu'un d'entre eux. Il fait partie de leur groupe, en quelque sorte. Ils le connaissent tous. Il connaît les grands frères, les parents, etc. Et en même temps, les gens de la mairie le connaissent aussi. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien, apparemment. Oui. Et c'est quelqu'un qui est vraiment... Donc, il n'est pas juste animateur. Il a suivi des cours pour Florent. Il a vraiment... il a été dans des écoles de... Ça a été un véritable acteur, mais une fois qu'il a eu son diplôme, en fait, pour lui, c'était évident qu'il allait mettre à disposition son savoir pour le partager dans sa ville. Et c'est une idée qui fonctionne peut-être de la même façon pour les projets de gouvernance urbaine, de planning
les villes, etc. C'est des gens spécialisés mais qui connaissent bien l'endroit quand même. Et peut-être cette organisation-là, avec le théâtre, peut-être c'est déjà une part de gouvernance, de bonne gouvernance. Parce Oui. que c'est une question d'organisation des gens dans le quartier. Oui. Être Plus créatif. directement discuter de planification, mais que là, il y a des idées ou des énergies pour le quartier. Peut-être que ça, c'est une question. Bah, certainement, il y en a. Oui. Je pense que c'est ce qui se passe aussi un peu à Saint-Denis aussi. Avec par exemple la ville qui est là, mais les associations par exemple autour du hip-hop qui sont là, qui organisent. Bon, je sais qu'en octobre-novembre, il doit y avoir une grande manifestation et c'est toutes les associations des différents quartiers qui participent. C'est-à-dire la ligne 13, c'est une part de bonne gouvernance. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une question. Peut-être il y a des autres. Donc, moi, ce n'est pas vraiment une réponse, c'est surtout pour revenir sur le processus, la manière d'élaborer la bonne gouvernance. Comme il a dit tout à l'heure, en Europe, récemment, il y a eu des vagues de contestation dans la démocratie. Et la question centrale, c'est quels sont les points communs entre ces conflits que vous avez évoqués et aussi quel est le processus mis en place. Parce que la bonne gouvernance implique le pouvoir, ceux qui n'ont pas le pouvoir et ceux qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir, ils essaient d'accéder au pouvoir, aux ressources. Pour la bonne gouvernance, il est tout à fait important d'identifier un peu les besoins de ceux qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est empowering. Ils n'ont pas de pouvoir, mais ils veulent une parcelle du pouvoir. Mais dans la bonne gouvernance, quels sont les processus mis en place dans cette église particulièrement pour impliquer et identifier surtout les besoins? Parce que ce n'est pas nécessaire que les politiques institutions du pouvoir y comprennent les besoins de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Donc, comment créer cette connexion? Parce que vous avez parlé d'urbanisme. Le problème des banlieues, ce n'est pas nécessairement un problème d'urbanisation, mais peut-être c'est un problème de partage du pouvoir, un problème d'accès aux ressources, un problème de sécurité, un problème d'être visible en même temps, comme vous avez dit, soutenable, c'est des tout. Donc, une urbanisation qui reflète toutes les sensibilités démocratiques. Je connais quelques exemples où les quartiers ont des ingénieurs sociaux qui font la même travail comme en ce cas des urbanistes. Mais ça peut être différent dans les pays. Mais ce ne sont pas seulement les urbanistes, c'est absolument vrai. Ce sont aussi les autres institutions sociales, institutions culturelles qui travaillent dans le métier de communiquer les besoins. C'est ça que c'est nécessaire, ça c'est que tout le monde. Et la question, les grandes questions tout le temps est si le système politique et administratif, c'est comment on peut dire, si on écoute, s'il y a des possibilités d'intégrer savoir le problème, mettre le problème dans les politiques. Et ça, c'est aussi une question de pouvoir. Pour ça, je pense que c'est très important de créer des contre-pouvoirs de bon lieu, parce qu'ils ne sont pas très forts dans les échelles politiques abstractes, comme Paris ou Île-de-France, je crois. Mais ça, c'est comme il est à Hambourg. On a discuté par exemple en Hambourg, aussi on lit le journal, on peut dire, on discute des centres de Hambourg tout le temps. Il y a beaucoup de problèmes de discuter sur les centres de Hambourg et les gens qui habitent là. Mais on ne trouve pas le thème de banlieue.
on a aussi les bâtiments grands, on appelle ici les grands bâtiments sociaux. À banlieue d'Hambourg, vous ne trouvez pas des discussions sur ça, les problèmes sur ça dans les journaux, dans les médias, et parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui est assez fort pour montrer ça et pour faire ça un sujet important pour les politiques. C'est une question de l'administration et des disciplines différentes, mais aussi c'est une question de auto-organisation des contre-pouvoirs. Comme les lignes 13, les hip-hop, avec les démonstrations et les protestations. Avant, vous parlez quels sont les points en commun entre les différents mouvements de protestation. Avant, vous avez parlé des mouvements de protestation contre les grands projets. En Italie aussi, c'est pareil, il y a un mouvement de protestation contre un tunnel entre l'Italie et la France contre un projet de TGV pour le réseau du train. Et vous avez parlé des protestations sociales. Donc il me paraît intéressant, une caractéristique commune, c'est la participation des jeunes. C'est la participation des jeunes en Italie. La participation des jeunes, oui, voilà, dans les banlieues françaises, elles disent que les équipes sont mieux. La participation des jeunes en Turquie et dans le Maghreb. Voilà, peut-être il me paraît intéressant de s'interroger pour faire participer les jeunes dans le processus de gouvernance. Tu as absolument raison. Ce sont les jeunes qui sont très visibles et très forts. Nécessaire. Peut-être que c'est un manque d'avenir. Peut-être que c'est une volonté de dire de faire sentir leur voix parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce qu'ils souffrent du manque de voix, de visibilité, surtout en ce qui concerne les émeutes, je pense. 2005, ici en France, dans le Valais. Je me pose cette question. Est-ce que vous pensez pourquoi est-ce que les jeunes sont très forts dans les protestations et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir des banlieues? Ouais, dans le cadre dans le courant des émeutes, certains ont dit que dans les années 80 c'était des émeutes de l'espoir et celles de 2005 celles du désespoir. En fait, on peut voir ces émeutes comme une forme justement de contre-pouvoir, comme une forme de résistance, d'appropriation de l'espace, etc. Mais dans le cas de 2005, ça n'a pas vraiment marché parce que le gouvernement a tout fait pour rendre illégitime justement la portée potentielle politique que ça aurait pu avoir. Du coup, c'est devenu une protestation de niveau zéro, qui est juste « entendez-nous », mais on n'a pas de message précis. Voilà. Entendez-nous, regardez-nous, on est là, on brûle, parce que de toute façon, on n'a pas le capital engagé ou politique pour pouvoir s'y prendre de la manière traditionnelle. Peut-être que dans le cas de Bondy, parce que justement, le Bondy Blog, c'était ces journalistes suisses, je crois, il me semble que ça a démarré pendant les émeutes. En fait. Ils sont venus en 2005, justement. Voilà. Et peut-être que Bondy, au départ, avait une gouvernance plus solide, déjà que d'autres peut-être communes, et que du coup, Bondy a pris conscience de ce conflit de 2005 pour faire beaucoup de progrès, pour considérer le développement à long terme, etc., pour s'investir dans sa jeunesse, etc. Mais dans d'autres cités, par exemple, ça n'a pas aussi bien, ça n'a pas vraiment marché, parce que la politique du moment, en fait, a vraiment tout fait pour que leur expression échoue. Et on les a vus, on les a entendus, mais après, voilà quoi. Oui, je crois qu'en 2005, en fait, c'est né d'un événement, c'est l'électrocution et le fait qu'on a donné la voix
uniquement à la police, le gouvernement a relayé, les médias ont relayé, mais on ne les a pas entendus, et la vérité, puisque maintenant a été complètement déformée. Et je pense que c'est une révolte, faire entendre sa voix contre la voix parce qu'elle n'est pas entendue. Voilà. Et parce que, justement, une révolte, parce qu'ils n'ont pas de voix. Sur le fait qu'il n'y ait pas de voix ou qu'on n'entende que à travers les émeutes, il y a des démarches quartier, enfin des réunions de quartier à Saint-Denis comme ailleurs, régulièrement, plusieurs fois par an. On appelle aux habitants, venez discuter de tel ou tel truc. Et à Saint-Denis, j'habite un peu à Angers, moi aussi j'y vais, différents, dans les quartiers qui ne sont pas les miens, forcément. Et la représentation de la jeunesse, elle est nulle. Ouais, voilà. Ils ne sont pas là. Ouais. Moyenne d'âge, 45, moyenne d'âge, 50 ans plus, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont du temps, ou qui ont envie de prendre le temps, pour leur quartier. Je ne parle pas simplement de quartier défavorisé, je parle de quartier, voilà. Il n'y a pas un jeune de 18 ans, ni même de 25 ans, qui se déplace pour écouter une assemblée comme ça, discuter de, je sais pas, moi, le projet de la bibliothèque ou le projet du feu rouge qu'on va enlever. C'est pas leur problème. Enfin, en tout cas, ça ne l'est pas. J'aime pas. Alors, hier, j'entends j'étais pas là, mais des jeunes qui n'osent pas parler en public, etc. On peut aussi penser que y a cette gêne de s'exprimer, un regard qu'on risque de porter sur eux, je sais pas, mais en l'occurrence, ils ne sont pas là, quoi. Quand on peut leur donner la parole, quand on peut, j'ai rien, j'ai pas de... Non, c'est absolument le problème qu'il y a une protestation et on a beaucoup de jeunes. Mais si on veut intégrer les jeunes dans les structures démocratiques quand ils sont là, c'est absolument ennuyant et ils ne veulent pas participer. Mais c'est-à-dire comment changer les institutions. Et pourtant, ça marchait dans le Bondi Blog, parce que là, oui, effectivement, c'est... C'est ce que j'allais dire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui ont le pouvoir, ils n'ont pas l'air de comprendre le langage des administrés. Par exemple, je disais tout à l'heure, les jeunes d'hier, ils avaient du mal à s'exprimer. Mais ils ont d'autres façons de s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer à travers la musique, Internet. Parce que maintenant, la bonne gouvernance, ce n'est plus faire des réunions. Un enfant peut donner son point de vue. Par exemple, en Australie, il y a des consultations, par exemple. Il y a des processus qui sont... Par exemple, même pour une école, il y a des processus qu'il faut suivre. Une étude, une consultation en ligne. On peut contribuer, après on met en commun des contributions pour faire une politique. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a cette approche très paternaliste et très endoctrinée, où ça vient de façon générale. Et je crois que il y a un déphasage entre ce que les politiques préconisent, qui n'est pas toujours ce que les jeunes veulent. Et de façon fondamentale, juste pour terminer, les mouvements de protestation qu'on voit, c'est plutôt une exclusion. De plus en plus les jeunes, comme quelqu'un disait tout à l'heure, il y a un problème d'avenir. Est-ce que je dois aller à l'école, si je vais à l'université, j'ai un diplôme, si je vais trouver du travail? Et souvent, c'est le désespoir qui fait... parce que quand il y a eu, par exemple, une économie qui marchait très bien à Londres, il y avait moins de révolte. Mais avec la massification du problème social, ce n'est plus maintenant un problème de groupe, mais c'est un problème relativement partagé. Alors ça devient beaucoup plus spontané. Donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'aspect d'exclusion, mais aussi le manque d'avenir, ou bien un avenir incertain, ou bien un avenir qui n'est pas très clair. Je ne veux pas du tout couper le débat, mais je regarde le monde et le temps passe et on a des choses après. Peut-être on peut prendre encore quelques questions. C'était Elise et toi et... Non? Non, moi je voulais dire que c'est... Bah, Il faut aussi voir que dans des villes comme ça, dans les quartiers,
moment où on doit voter, une abstention hallucinante. Donc c'est aussi Donc, oui, justement, pour en fait, le problème majeur, c'est en fait l'absence d'intérêt pour la politique, mais pour expliquer cette absence d'intérêt pour la politique, c'est d'abord, il y a un problème démographique quand si la population d'une communauté est faite surtout de jeunes qui restent entre eux, etc. Déjà, ils perdent un contact avec les autres générations. Enfin, voilà, il y a un problème démographique. Le deuxième problème, il est un peu dans l'air du temps, où on s'intéresse, on est de moins en moins politique en général, parce que, pour diverses raisons, et on est de plus en plus individualiste. La gauche, qu'est-ce qu'elle est devenue? Voilà, je veux dire, c'est aussi général, parce que c'est pas seulement dans les banlieues où on s'intéresse moins à la politique, mais peut-être encore plus, parce que justement, on sait que ça mène à quoi? Est-ce que ça va changer? Dans les années 80, ils ont essayé. Est-ce que ça s'est amélioré? Pas vraiment. La gauche et la droite, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Bon, peut-être on peut... question. Le jeune, là, je trouve que le point commun, par exemple, entre Notre-Dame-des-Landes, le TAV et puis la Vol des banlieues, c'est plutôt le côté intergénérationnel, en fait. Après, en fait, il n'y a pas de jeunes de banlieue à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Il y en a très très peu. C'est vraiment des segments qui s'ignorent relativement beaucoup. Par contre, il y a une vraie structure intergénérationnelle très intéressante, et je pense que dans les quartiers, c'est pareil. Hein, et les jeunes, en fait, exercent principalement une violence physique, une résistance physique. Et les autres générations, elles exercent différents modes d'expression, de soutien, explicite ou implicite. Mais en tout cas, moi, je vois l'intergénérationnel, et je trouve que même dans les quartiers, c'est pas exprimé comme ça. Et puis, juste revenir sur deux choses, moi, je pensais que, en fait, on construit des tas de dispositifs dits participatifs, mais en fait, j'en vois deux, en fait, qui existent déjà, c'est les écoles primaires, il y en a vraiment partout, et puis c'est la police, il y en avait partout, il y en a de moins en moins. Et je trouve que c'est deux formes de l'action publique, en fait, qui évoluent très mal, très peu. Il n'y a qu'à voir la promesse de Hollande qu'il n'est pas capable de faire sur un simple avis de contrôle d'identité, donc une promesse contenue, ou bien la forme scolaire française qui est incapable d'évoluer. Donc on a des outils qui ne servent pas, qui servent à reproduire les tensions. Et la forme scolaire, je pense, est particulièrement riche de potentiel et pour l'instant souvent contribue à... D'ailleurs, on les brûle aussi. Bon, peut-être on va terminer là, on peut toujours continuer d'en discuter en baladant ou éventuellement demain matin pendant la séance. Donc, on remercie à l'autre d'avoir